Bonjour à tous. Alors, est-ce que tout le monde a bien pris place? Je vois difficilement, je vois beaucoup de lumière, donc, mais j'imagine, j'entends beaucoup de bruit, donc j'imagine qu'il y a du monde dans le public. Bonjour à tous. Alors, prenez tous place, installez-vous. On attend les derniers qui s'installent. Je suis très, très heureux de vous retrouver tous aujourd'hui pour cette 4e édition de Retail Mon Amour. Et on démarre à l'heure. Je suis très très heureux de vous retrouver aussi dans ce site emblématique du jeu, du e-sport à Paris. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure et il y aura une surprise qui vous attendra à la fin de cette conférence. On a une toute petite heure ensemble à passer ici et on va enchaîner après avec quelques surprises. Retail Mon Amour, c'est le rendez-vous des retailers, c'est le rendez-vous des marques, c'est le rendez-vous de la monétisation cette année pour cette 4e édition. Je suis très heureux de retrouver avec moi Emmanuel Potier, ancien directeur général adjoint de Clear Channel, et Guillaume Monteux, le CEO de Gatsby. On peut les applaudir s'il vous plaît pour qu'ils viennent s'installer. Sur la scène ce soir, vous allez donc entendre parler des amoureux du retail, vous allez entendre parler des amoureux du média et donc vous entendrez probablement parler des amoureux du retail média. On va aussi parler monétisation des espaces et vu qu'on est dans un lieu emblématique qui est le premier site de e-sport à Paris, on aura aussi l'occasion de parler du jeu et de comment on monétise le jeu. Pour ma part, je vais commencer par faire une petite introduction sur le retail média, parce que je ne sais pas si tout le monde ici, retailer et régie publicitaire, vous êtes prêts, mais la 3e vague publicitaire est déjà là. Elle est déjà là, cette vague publicitaire. Et cette vague publicitaire, pourquoi je dis que c'est la 3e? Parce qu'évidemment, on a eu la presse, la télé, fut un temps. Mais ensuite, quand Google arrive et invente le search en 2002, il lui faudra 17 ans avant que ce marché pèse 50 milliards de dollars et devienne ainsi conséquent. En 2006, Facebook arrive, lance les réseaux sociaux, la pub sur les réseaux sociaux, et il lui faudra que 12 ans pour que ce marché pèse 50 milliards. Quand Amazon lance le retail média en 2016, en 5 ans seulement, ce marché pèse 50 milliards. Alors, est-ce que le retail média, c'est une simple évolution du marché de la publicité? Ou est-ce que c'est une révolution qui va enfin redonner le pouvoir aux magasins et aux retailers? C'est ça qu'on va voir dans cette petite partie d'introduction. Alors pourquoi je parle de révolution? En fait, on est en train de parler d'un marché qui pèse 1000 milliards de dollars, dans lequel le retail média fait déjà 150 milliards. En croissance, comme le marché, mais en très forte croissance, plus 12% en 2024. Et c'est pas prêt de s'arrêter, puisqu'il pèse déjà 15% du marché mondial et des dépenses publicitaires mondiales. Et il va connaître une croissance de 60% supplémentaire d'ici à 2027. Malheureusement, chers retailers, ce marché aujourd'hui, il est quand même largement trusté par les géants du commerce, oui, mais surtout du e-commerce. Évidemment, Amazon. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous arrivez chez Amazon, vous voyez ça. Ce que Amazon voit, c'est ça. Une possibilité de monétiser 65% de sa homepage. Toutes les parties jaunes que vous voyez quand vous arrivez chez Amazon, tout ça c'est payant. Et je vous passe le reste du site, mais globalement tout ce que vous voyez a été payé, ou quasiment tout ce que vous voyez a été payé sur Amazon, ce qui lui permet par ailleurs de devenir une véritable cash machine, alors même que sans ces budgets de retail média, Amazon perd de l'argent. Alors, de là à dire que dans le magasin de demain, on va pouvoir monétiser 65% des centimètres carrés du magasin, peut-être pas forcément ce qu'on veut. Mais si les consommateurs sont prêts à continuer à aller acheter chez Amazon avec 65% du site qui est de la pub, probablement qu'il y a quelque chose à faire. Alors, il y a quelque chose à faire en ligne, évidemment, sur le mobile, et c'est déjà largement trusté. Ce marché, il a été, en particulier, il est né sur le web et sur le site du e-commerce, mais en dehors du site aussi, il a commencé à faire son trou. On parlera tout à l'heure du jeu vidéo qui prend une grosse place en ligne et sur le mobile également. Mais là, moi, je vais vous parler surtout du magasin physique, puisque le retail média digital, l'opportunité principale dans les années qui arrivent vont se passer dans le monde physique. Dans le magasin, évidemment, j'ai ici des spécialistes du retail et des spécialistes de la régie, donc je ne vais pas vous réinventer les termes, mais aussi hors magasin, vous allez le voir tout de suite. Parce que quand on parle d'une audience, l'audience du magasin, elle est importante. Si je la compare à celle, par exemple, des chaînes télé, en janvier 2025, ça c'est les chiffres de janvier 2025, on a 27,2 millions de téléspectateurs mensuels sur
TF1, France 2 et M6 réunis, les 3 premières chaînes françaises. Pendant ce temps-là, en même temps, en ce moment même, chaque semaine dans les hypermarchés français, c'est 44 millions de passages caisses. Cette opportunité, elle est trop peu utilisée, mais pourtant, les budgets existent. Dans ces hypermarchés, on le sait, 87% des ventes se font ici. Au même moment, seulement 24% des dépenses publicitaires y arrivent. Pourquoi? C'est là où l'opportunité d'aller chercher une cash machine pour les nouveaux business models du retail se crée. Et il y a largement moyen, puisque les taux de transformation ne sont pas en berne dans le commerce physique. Quand en display, on parle de à peine 0,57%, on est content sur les taux de transformation. Quand en Google Ads, on parle de 4, 4,5%, 5% parfois. Dans le e-commerce, on va être entre 1 et 5% en fonction des sites. Le magasin, lui, génère jusqu'à 60% de taux de conversion. Donc on a une opportunité qui non seulement est énorme, mais en plus est une aubaine pour les annonceurs. Le retail classique, c'est 3 à 5% de marge de manière classique dans le magasin. Pendant ce temps-là, avec la publicité, c'est 80 à 90% de marge. Ce que ça veut dire, c'est que le retailer, pour faire la même marge brute, au lieu de vendre 20 à 60 euros de petits pains, il suffit d'afficher 1 euro de pub de petits pains sur ses écrans. Donc cette opportunité, avec la taille du marché, c'est inévitablement quelque chose qu'il va falloir chercher. Mais pour aller le chercher, ça ne va pas être si facile, parce que ça va nécessiter le croisement de 3 mondes. Le premier, c'est le monde de la publicité digitale. Le monde de la publicité, d'une part, et le monde du web, évidemment. Je ne parlerai pas de programmatique aujourd'hui, on aura l'occasion d'en parler dans les autres talks, mais la publicité digitale, c'est le premier monde qui va devoir croiser le second, qui est celui du commerce traditionnel et du trade marketing. Ce trade, c'est évidemment les opportunités, les premières opportunités à aller chercher pour augmenter ses budgets et pour augmenter ses marges, mais ce n'est pas seulement ça. C'est le croisement de la pub, du trade et celui de la data. Et la bataille de la data, évidemment, c'est comme ça qu'a gagné et qu'a lancé, que le retail média s'est lancé avec Amazon, le pro de la data. Mais l'opportunité pour le retailer d'aller la chercher va nécessiter de croiser des compétences qui vont de la publicité digitale au trade en embrassant celui de la data. Quand on voit les alliances Values, Unlimited qui se créent pour aller agréger de la data, on comprend mieux pourquoi en fait ça se lance et il y a évidemment des opportunités majeures de croissance des revenus et de changement de business model. Je vais prendre 4 exemples de retail média intéressants. J'en prends 2 dans le monde de la distribution. Là, on voit chez 7-Eleven au Japon. J'ai pris que le Japon, mais en Asie, il y a un déploiement actuellement de dizaines de milliers d'écrans. Au Japon, chez 7-Eleven, c'est 20% d'augmentation des ventes sur les produits promus. Évidemment, cette opportunité-là, elle n'est pas passée, elle n'a pas été oubliée par 7-Eleven. Un peu plus proche de nous, Tesco, au UK, est en cours de déploiement, en fin de déploiement d'un réseau qui est passé de 400 à 6000 écrans digitaux. Avec ces 6000 écrans digitaux, ce qu'espère Tesco, c'est 10% de bénéfices nets incrémental. C'est un groupe qui pèse 70 milliards de CA. Ce qu'ils espèrent juste avec 6000 écrans, c'est 10% de bénéfices nets incrémental. Donc il y a une véritable opportunité, ils l'ont saisi et ils se lancent dessus pour ne pas laisser tout à Amazon. Walmart aux US est évidemment également dans la course. Mais il n'y a pas que la grande distrie, il n'y a pas que les grandes enseignes, il n'y a pas que les grands magasins qui peuvent bénéficier de cet argent. Dans les services, des boîtes l'ont déjà bien compris, et c'est le retail au monde dans le sens large du terme et dans le sens noble du terme dont on parle. Donc on peut parler de l'exemple de Chase avec PayPal qui lance des initiatives retail média. On parle des compagnies aériennes, des télécoms, de l'hospitality. Bref, tous les secteurs vont venir se transformer. Évidemment, les premiers à en bénéficier, c'est le e-commerce. Demain, aujourd'hui, c'est le commerce de la grande distrie. Mais demain, toutes les enseignes spécialisées vont pouvoir y aller. Et la question, c'est est-ce que vous en ferez partie et est-ce que les retailers en feront partie pour prendre ce marché avant qu'il n'atteigne sa maturité? C'est pas que le retail physique, on peut avoir des collabs intéressantes. On voit du live shopping Sephora TikTok, x3 en conversion. Il y a des chiffres qui donnent le tournis et le vertige. Quand on voit ce que ça peut générer dans le magasin, c'est absolument phénoménal l'argent qu'on peut aller chercher. De même, les collaborations
mériterait d'être encore plus poussé. Là, il y a une collab de Inoxtab chez Célio. En fait, ces collabs, c'est l'avenir du retail et le point de vente physique va inévitablement vivre de l'expérientiel et de l'immersion qu'on va créer dans ces points de vente. Il y a aussi des nouveaux supports de médias qui vont arriver et la techno qui est en train d'évoluer et qui est en train de changer va permettre de générer des nouvelles opportunités qui n'existaient pas hier. Cet écran que vous voyez n'est pas un écran, c'est une affiche qui ressemble à du papier, qui ressemble exactement à du papier, mais pourtant, cette affiche, sur une simple batterie, elle peut tenir 200 jours d'autonomie avec un changement de contenu par jour. Plus de déplacement dans le magasin pour aller changer le contenu, un contenu qui est toujours à jour, sur lequel on va pouvoir monétiser beaucoup plus facilement en réduisant les frais de déploiement, les frais opérationnels. Sur l'image de droite, on voit que Samsung était chez nous pour en parler et pour venir développer avec nous, puisque le sample que vous voyez, l'écran que vous voyez sur la droite, c'est un des 10 premiers exemplaires dans le monde. Donc c'est encore un marché qui est en balbutiement. Mais évidemment, ce soir, on est là pour en parler avec vous. Si certains d'entre vous ont des projets autour du e-paper, on est ravis de les embrasser avec vous. Alors si je dois résumer cette opportunité de retail média, qu'est-ce que je dirais? Le futur du retail média est inévitablement en magasin, mais il va falloir le saisir avant que le marché atteigne sa maturité, le saisir à tout prix en recrutant également les bonnes personnes en interne pour structurer l'offre, se faire conseiller, améliorer la mesure parce que la data va être un élément clé du futur, et également utiliser tous les supports à disposition et pas se limiter à ce qui existait hier. Ces marchés émergent et se créent. Il faut aller innover et chercher les leviers de demain pour créer l'expérience qui va donner envie aux gens de venir dans vos magasins et aux marques de payer ce média pour vous. Merci à tous et je laisse la parole à Emmanuel. Bonjour à tous, donc je me présente, Emmanuel. Je commence juste avec une petite illustration que j'aime bien. J'aime bien la montrer à des interlocuteurs, à des étudiants, et juste demander comme un psy, au final, c'est quoi votre réaction par rapport à cette image. Là, vous avez compris qu'on est sur un avant-après chez McDo. Mais ce que j'aime beaucoup, en fait, à chaque fois que je pose cette question-là, c'est qu'il y a différents avis qui arrivent. Certains vont vous dire, mais c'est dingue quand même comment c'était avant, il n'y avait rien de digitalisé, t'imagines le parcours client, la productivité doit être extraordinaire maintenant chez McDo, et puis on connaît les modèles économiques. Puis il y en a d'autres qui disent, en fait c'était vachement mieux avant, quoi. Il y avait vachement plus d'expérience dans un McDo, c'était une destination, on ne le faisait pas pour manger vite, mais on le faisait aussi pour passer un bon moment. Et c'est un peu ça, en fait, l'histoire des points de vente, c'est qu'à chaque fois, aujourd'hui, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il y a un peu une course à l'hyper-digitalisation. Vous allez voir plein de points de vente qui se sont dit, je vais mettre des écrans, je vais les monétiser, je vais être très riche, et qui sont jamais devenus riches grâce à ça. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais tout ce que tu as décrit, c'est de la théorie. C'est des cases, c'est des tendances de fond, c'est des choses qu'on entend depuis 5, 6, 10 ans. Mais je peux vous garantir aujourd'hui qu'il y a des écrans qui ont été déployés dans des points de vente qui ne génèrent pas d'argent, qui ne sont pas vendus. Les agences médias ne les regardent même pas. Les annonceurs, alors que c'est les premiers à dire que le point de vente est stratégique, ne vont pas sur ces points de vente-là justement investir. Donc cette logique de monétisation, en fait, c'est ce que j'appelle art and science. C'est qu'à un moment donné, il y a énormément de rationnel, ça reste scientifique, et en même temps, et là où tu as raison David, il faut faire un peu rêver tout le monde. Donc c'est ça que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui à travers une espèce de chronologie de la vie de ce média-là, parce que ce média-là, en fait, il a un grand frère, je vais vous en parler après. Très rapidement, pourquoi je vous parle aujourd'hui? Déjà parce que David m'a invité, je te remercie. La deuxième chose, c'est que j'ai un tout petit peu de légitimité en ayant passé plus de 14 ans chez Clear Channel, et notamment un de mes grands faits d'armes chez Clear Channel, en tout cas le projet qui m'a le plus excité, ça a été le lancement du DOH en France et en Europe. Et je vous expliquerai un petit peu aussi le cheminement qu'il y a eu stratégique autour de ça. Donc, et moi, je me suis inspiré, en fait, durant toute ma carrière, de ce que j'avais fait avant. Donc, j'ai commencé avant dans ce qu'on appelle les gros tuyaux des télécoms dans les années 2000, chez Alcatel. J'ai fait du consulting.
Ça m'a permis d'avoir de la méthode. J'ai travaillé pour des foncières quand les foncières se disaient comment on fait pour créer des lieux de destination, des lieux de vie et comment on réinvente l'expérience. Et puis je suis tombé dans l'affichage. Alors là, vous regardez le truc, vous dites mais il n'y a aucune logique. Sauf que vous allez voir très vite que la logique, elle va s'opérer avec le discours que je vais vous énoncer. Aujourd'hui, si vous avez des questions, on peut le faire en prenant un verre. Il y aura un Q&A aussi. Et puis après, bien évidemment, si vous voulez échanger sur des sujets plus spécifiques, je resterai bien évidemment à votre disposition. Alors le grand frère de ce média, Retail Media, DOH, c'est qui en fait? En fait, c'est l'affichage. Et je ne sais pas si vous le savez, mais l'affichage publicitaire, donc ce que vous voyez naturellement dans la rue, au quotidien, des abris voyageurs, du format 4:3, c'est un média qui est assez vieux en fait. Et il y avait une phrase que moi je répétais souvent auprès des annonceurs ou des agences médias, donc ceux qui vous achètent potentiellement de la pub, et qui vous disaient « Oh punaise, l'affichage, c'est vieux comme média, quoi. Oh, attends, c'est quand même vachement mieux d'aller faire du social, c'est quand même vachement mieux d'aller en télé, on peut aller sur plein d'autres supports. L'affichage, franchement, déjà ceux qui l'achètent sont plutôt des old school, c'est-à-dire que vous allez dans une agence média, les acheteurs, on les met tous dans la case affichage, et on dit c'est un peu old school, c'est des gens bien, qui sont historiques, mais ça innove pas beaucoup. Vous avez des gens qui sont amoureux de l'affiche, donc qui disent mais l'exercice créatif de faire une affiche, c'est fabuleux. Donc ça, c'est plutôt les agences créatives qui adorent. Mais quand on leur parle de DOH, au départ, ils vous disent ouais, mais le DOH, c'est pas vraiment de l'affichage, c'est pas vraiment du digital, c'est quoi vos KPI? Et puis je me vois pas. Je me vois pas. Quand avant je faisais une affiche 4:3 dans la rue ou du mobilier urbain, l'affiche était fixe ou déroulait. Là aujourd'hui, je me vois pas. Je suis dans une boucle de spot. Donc je peux vous assurer qu'on parle aujourd'hui avec beaucoup d'optimisme du DOH, du retail média, mais que le départ, il n'a pas été si simple que ça en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien cette phrase qui est de dire que le plus vieux média du monde, The Oldest, est en train de devenir le plus nouveau et le plus novateur en tout cas. Ce qui est clair, c'est que c'est un enjeu d'industrie. Donc quand je vous parle de l'industrie de l'affichage, quand on parle de monétisation, on parle de régie publicitaire. Faut pas tourner autour du pot. La monétisation, c'est un métier qui est incarné par des régies publicitaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, je vais aller très très vite, mais quand le DOH est arrivé, le précepte, c'était de dire il nous faut absolument des grands lieux d'audience. Gares, métro, aéroports. De 2011 à 2013, c'était que les secteurs qui se développaient en DOH. Et en fait, petit à petit, et en tout cas moi, ça a été mon problème et ma problématique que je partage avec vous aujourd'hui, c'est que j'ai un actionnaire qui m'a dit Emmanuel, c'est bien, mais tu as perdu l'appel d'offres d'Aéroport de Paris, tu as perdu l'appel d'offres de la RATP, tu as perdu l'appel d'offres de la SNCF des gares, et dans la rue, en France, le digital n'est pas encore vraiment autorisé. Mais on aimerait bien que tu nous fasses une feuille de route sur le digital out of home en France sur les 10 prochaines années. Et sans appel d'offres, en fait, vous êtes un peu sec. C'est-à-dire que vous ne savez pas où vous allez mettre des écrans. Et là, c'est là où la réflexion elle est intéressante parce que vous allez le voir que ce que disait David aussi tout à l'heure par rapport au lieu, au point de vente, comment il s'aménage, comment on le pense, au final, c'est toujours la singularité, la différenciation qu'on va aller chercher. Blue Ocean versus Red Ocean, c'est quelque chose que j'adore. C'était un concept théorique que j'ai appliqué partout. C'est quoi? C'est en gros l'océan rouge, c'est vous faites la même chose que vos concurrents et vous vous battez sur les prix. Et donc, c'est la guerre. Donc, c'est du sang. L'océan bleu, c'est que vous décidez de vous déporter un tout petit peu du marché, d'inventer une nouvelle histoire, de vendre quelque chose de nouveau et de ne plus avoir de comparaison possible sur le marché. Et là, pour le coup, si vous n'êtes plus comparé à d'autres acteurs, vous avez un océan bleu et plein d'opportunités. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui se sont dit des océans bleus. Les malls ont été un océan bleu. C'est-à-dire que quand je vous disais que c'était les gares, le métro, les aéroports, les malls sont devenus un lieu. Et puis très très vite, on s'est rendu compte que les barrières à l'entrée faisaient qu'il n'y avait que certains acteurs qui pouvaient en final aller faire du DOH. C'était quoi les barrières à l'entrée? C'était le CAPEX, qu'on appelle l'investissement. La plupart des modèles économiques que vous avez vécu et que l'on voit encore aujourd'hui en DOH, l'investissement est porté par la régie publicitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voyez des écrans sans pub, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu une volonté de ne pas avoir de pub. Mais dès qu'il y a de la pub, généralement, le réflexe, c'est de demander l'investissement à la régie pub. Donc tout ça a fait, on va dire qu'il y a eu des réseaux qui se sont développés, donc plutôt sur le point de vente, en retail. Pour l'instant, je ne vous parle pas des revenus qui sont effectués, vous aurez remarqué. C'est-à-dire que tous ces écrans-là, il y a eu des déploiements, mais
n'oublions pas une chose, on parle de monétisation aujourd'hui, et l'un des grands enjeux, c'est de savoir au final comment on fait l'argent. Donc, une fois qu'on a passé tous ces grands bassins d'audience, aéroports, malls, etc., qu'est-ce qui est arrivé naturellement comme un lieu à exploiter? C'est ce qu'on appelle les lieux affinitaires. L'idée, ce n'est pas juste de dire que je mets un écran en vitrine, mais c'est de se dire en quoi j'ai une ligne éditoriale avec mon point de vente, en quoi ma marque elle va attirer d'autres marques potentiellement. Je prends l'exemple, on va dire, d'un magasin qui va s'appeler Monoprix, proximité. Monoprix, proximité, monde urbain, ça va intéresser du Netflix. Vous allez être sur un Décathlon, la ligne éditoriale de Décathlon, le loisir, le tourisme. Potentiellement, si c'est ouvert à la pub, vous allez pouvoir attirer des acteurs du tourisme. Donc en fait, il y a une espèce à chaque fois de logique et de ligne éditoriale, mais ça ne suffit pas. Ces dernières années, il y a 3 types de grands segments dans les acteurs du DOH, en tout cas, du digital signage publicitaire. Il y a les puristes de la pub, ils s'appellent Deco, ils s'appellent Claire Chanel, maintenant Cities, Média Transport, c'est les gros. Eux, ils ont des modèles économiques, c'est rodé. Moi, j'étais capable de vous dire qu'en fonction d'une adresse, combien de revenus j'allais faire et combien je pouvais reverser. Puis sont arrivés les naïfs. Les naïfs de la publicité, ils sont là depuis 3-4 ans. Et ils se disent que mettre des écrans, ça suffit en fait pour enclencher une monétisation. Je les appelle les naïfs parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte, ils n'ont pas encore parlé au marché qui allait potentiellement leur acheter la pub. Et quand ils commencent à se déplacer en agence média, quand ils commencent à rencontrer des annonceurs, ils avaient beau être persuadés d'avoir un super actif, malheureusement, ça ne va pas aussi vite que ce qu'ils avaient prévu. Puis après, il y a les nouveaux conquérants. Et eux, ils sont nouveaux sur le marché français. Ces nouveaux conquérants, c'est des gens, ils achètent des boîtes. Ils ne viennent même pas du marché publicitaire. Ils ont du capital, ils rachètent. Alors après, vous allez me dire, mais dans tout ça, comment on fait si j'ai un lieu affinitaire, si je suis un point de vente pour continuer à exister et aller chercher ce potentiel de revenus? 3 grandes lignes à retenir. Un revenu, il se construit autour de 3 choses. Un marché national, des marques nationales. Donc, elle s'appelle Coca, elle s'appelle Netflix, Procter & Gamble, celle que vous voulez. Et un marché local. Et le marché local, ça va plutôt être le tissu économique à côté qui va vouloir absolument toucher des gens qui vivent dans une zone géographique. Après, il y a le captif et le hors captif. Vous êtes une surface alimentaire, le marché captif, ça va être les marques que vous distribuez. Le hors captif, ça va être les marques que vous ne distribuez pas, mais qui vont être intéressées pour toucher votre audience. Et puis après, il y a la visibilité. Tout à l'heure, tu parlais d'intérieur avec ce qui est possible en gondole, en ligne de caisse, etc. Aujourd'hui, c'est intérieur-extérieur, ce qui est visible de la vitrine. Je reprends l'exemple d'un Monoprix. Vous avez 2 coquets en vitrine et à l'intérieur, vous avez un autre acteur. Et tout ça, en fait, ça vous aide à construire votre potentiel de revenus publicitaires. Mais ce qui est clair, c'est évident, c'est que petit 1, il faut qualifier votre lieu. C'est-à-dire que quel que soit votre point de vente, vous avez une identité, vous avez une ligne éditoriale, vous avez une data. Vous êtes posé des questions sur la data. Est-ce que je la partage pas? Pourquoi le retail média a mis autant de temps? Et ça fait peut-être 1000 milliards, mais ça fait 1000 milliards avec 95% chez Amazon quand même. Donc, l'un des points clés, c'est de se dire comment on va aider justement ces points de vente à retravailler leur ligne éditoriale. Tu as parlé d'expérience, c'était extrêmement juste. Mais en même temps, il faut se faire connaître. C'est-à-dire que si vous monétisez, il faut se faire connaître des marques. Il faut faire connaître votre réseau. Il faut qu'il y ait une histoire. Et puis, il faut évaluer. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que des business plans qui soient complètement bancaux. Et ça, c'est important pour nous de se le dire, c'est que si le business plan n'est pas bon, au moins sauvez votre ligne éditoriale. C'est-à-dire que vous n'aurez pas votre président qui va vous dire « Attends, t'es gentil, mais le réseau que tu as déployé, au-delà de pas m'amener d'argent, il dénature mon image de marque aussi. » Donc là, c'est la double peine. Alors le marché vous dit aujourd'hui qu'il y a trop d'acteurs, qu'il n'y a pas assez de données d'audience, il y a trop d'inventaire dans la pub. Ça prend du temps, le retail média, ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Et puis, franchement, entre faire une campagne dans un réseau avec 1000 écrans et faire une campagne dans le métro, je touche combien de personnes? Si je calcule mon coût contact, donc ce que ça m'a coûté de toucher quelqu'un, il faut mieux que je fasse une campagne dans le métro. Donc tout ça, ça arrive. Ce qui est intéressant, c'est qu'on reste optimiste, parce qu'il y a 10 ans, on disait exactement la même chose, que ça n'allait pas marcher, que ça n'allait pas se développer. Le digital out of home, ça reste un média efficace. On en a parlé avec les études, mais il y en a tous les jours des études, et ça reste un média tangible. Les acteurs de l'écosystème partagent enfin un petit peu la data, parce que le retail média, c'est la data d'abord. Il faut quand même un curseur. Donc, c'est soit l'adresse mail, mais c'est soit autre chose. Mais à un moment donné, il faut un curseur. La data, enfin, ça s'ouvre. C'est la fin
donc je vais aller plus vite. Mais je ne vais pas m'arrêter quand même. Et enfin, il y a un point qui est essentiel pour moi, c'est qu'on a une chance inouïe, c'est que le consommateur a tout le temps envie d'être surpris. Donc ça laisse des perspectives pour la pub. Donc pour conclure, il faut monétiser, c'est une évidence. Il faut optimiser les mètres carrés, c'est une évidence. Mais il faut le faire avec beaucoup de méthodes. Et je veux juste conclure avec cette logique d'innovation. Et je vais m'arrêter là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite dans la logique d'engager un consommateur et de réinventer un point de vente. Et la techno, elle peut aussi aider à ça. Et ça, c'est juste quelques petites vidéos que moi, je trouvais extrêmement pertinentes, justement, où ça réinvente de l'engagement. Et je vous remercie beaucoup. Merci Emmanuel. Bonsoir à tous, je suis Guillaume Monteux, je suis... Il y a une musique, il faut que je danse. Ouais, parce que j'ai pas encore bu, hein, mais... Bon. Je vais vous parler de publicité dans les jeux vidéo. C'est un écran publicitaire qui est complémentaire à ceux qu'on vient d'aborder. Il est intéressant parce que dans le monde entier, il y a 3,6 milliards de joueurs. Rien qu'en France, le CEL nous dit qu'il y a près de 40 millions de joueurs sur 68 millions qui jouent au moins une fois par semaine. Et en fait, il n'y a pas de hasard, puisque aujourd'hui, la première console, ce sont nos iPhones, nos Android, qu'on a toujours dans notre poche. Et en fait, les occasions de jouer sont de plus en plus nombreuses. Alors, la publicité dans les jeux vidéo, ça existe depuis en fait 1978, mais jusqu'à présent, on va dire jusqu'à il y a encore 2-3 ans, c'était principalement des opérations spéciales. C'est-à-dire que c'était un annonceur qui allait voir un jeu, par exemple Electronic Arts, pour mettre de la pub dans FIFA autour du stade de foot. Voilà. C'était aussi de la pub assez intrusive sur nos téléphones portables. On a tous des jeux, enfin j'imagine, ou presque tous des jeux sur nos téléphones portables, et la pub est quand même assez gênante. Donc, des opérations spéciales d'un côté, un format publicitaire sur les mobiles qui n'est pas forcément adapté, qui gâche un peu le gameplay, ce qui fait que jusqu'à il y a encore 2-3 ans, comme je le disais, les marques allaient peu dans le jeu vidéo. Et en fait, c'est en train de changer parce que on est allé leur demander pourquoi en fait elles n'allaient pas plus dans les jeux vidéo, et en fait les marques nous ont répondu deux choses. La première, c'est qu'elles connaissent mal les jeux vidéo. Donc typiquement, s'il y avait une marque qui voulait afficher sur un sujet, en fait, elles connaissent quoi? Elles connaissent LOL, elles connaissent FIFA, elles connaissent Fortnite, elles connaissent Roblox. Voilà, elles connaissent peut-être une dizaine de jeux. Aujourd'hui, il y a 700 nouveaux jeux qui se créent par jour. Il y a 200 000 jeux dans le monde qui sont téléchargés par seconde. Et le jeu, c'est la première catégorie de l'Apple Store et du Google Store. Donc là, il y a un gap énorme entre la connaissance du jeu, la connaissance et les potentialités d'affichage dans les jeux, et les connaissances des marques. Et donc là, on s'est spécialisé effectivement, Gatsby, sur ce sujet-là, en indiquant aux marques dans quel jeu potentiellement elles pouvaient aller en fonction de leur valeur de marque. Et le deuxième écueil pour les marques, c'est le format, donc, auquel je faisais référence tout à l'heure, qui était très intrusif, et pourtant on est dans un moment sympathique et positif quand on veut jouer. Et donc Gatsby, alors j'explique le nom, Gatsby, c'est Ads dans Game. Bon, personne ne le voit. Quand j'ai trouvé le nom, je me suis embrassé partout en me disant putain, mais c'est génial, tout le monde va le voir. Donc moi, il n'y a pas de problème, hein. Ça fait 4 ans qu'on existe et je le répète à chaque fois. Donc voilà, c'est vachement drôle. Gatsby, c'est Ads dans Game. Donc c'est la publicité dans les jeux, et en fait, c'est de la publicité non intrusive. On fait exclusivement ce format-là dans les jeux. Alors comment ça marche? J'ai une équipe qui va chercher des jeux, donc en allant démarcher Ubisoft, Lion Studio, Electronic Arts, Activision, tous ces grands studios, pour que ces studios installent dans chacun des jeux des panneaux. Donc c'est le virtual DOH quelque part. Et j'ai une autre équipe de commerciaux qui vont voir les marques et qui vont voir les agences et qui leur disent voilà, on connaît les jeux, sur ce cas de diffusion-là, on a telle audience, c'est très simple, on a des produits qui permettent de cibler avec les mêmes capacités de ciblage que vous pouvez avoir sur le web.
Donc, on est capable de diffuser instantanément vos campagnes. Et dans le cadre du retail média, les écrans, on va dire publicitaires dans les jeux vidéo, évidemment, peuvent et ont un intérêt vraiment important parce que, en fait, les écrans, ils sont dans les mains des gens qui font leurs courses, des gens qui vont faire leurs courses, des gens qui vont potentiellement aller manger ou pas au McDo, qui hésitent entre McDo et KFC. Et donc, on sait envoyer en temps réel, suivant un ciblage très précis, sur une liste de jeux très précise, dans des panneaux très précis, les campagnes de nos clients. En 4 ans, ça qui est sympa, même si personne ne comprend le nom Gatsby, enfin maintenant voilà, vous faites partie des Happy Few, on a quand même un catalogue de 1500 jeux. Et donc quand on va voir une marque, eh ben on leur dit, voilà, sur ces 1500 jeux, on va vous sortir une liste de 30-40 jeux que nous, on pense compatibles avec vos valeurs de marque. Et en fait, généralement, ils ne connaissent pas les jeux, donc on leur donne les liens, soit iPhone, soit Android, soit console, soit PC. Ils en essayent 3, 4. Ok, il me reste plus que 5 minutes, donc je vais très vite. Ils en essayent 3, 4. Ils trouvent ça super, génial. Bam, ils y vont. Et donc, typiquement, McDonald's, on a eu des campagnes de McDonald's dans des zones d'achalandise des McDonald's sur un pays en particulier. Bon, en l'occurrence, c'était aux États-Unis. Et près des McDonald's, bam, à une certaine heure, donc c'était entre 10h et midi, on envoyait de la pub McDonald's. Donc, c'était assez sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux peut-être vous montrer ce que ça fait, en fait, comment ça rend dans les jeux vidéo. Alors, je vous essaie, alors vous inquiétez pas, ça dure que 2 minutes, hein, mais je vais vous le commenter. Voilà, je suis obligé de faire des trucs, vous voyez, ads dans game. Hein. La prochaine fois, je mets des sous-titres. Donc, on fait du display, on fait de la vidéo, on fait de l'audio. Donc, ça, c'est un jeu de moto. Et donc, ça, c'est des vraies campagnes. Hein. Tout ce que vous allez voir, ce sont des vraies campagnes. Ça, c'est une campagne pour Nike dans un jeu de basket. Ça, c'est Uber Eats en Asie dans un jeu de foot qui n'est pas FIFA. Ça, c'est KFC. KFC encore, une petite vidéo. Ça, c'est des jeux qu'on a tous sur nos mobiles. Walmart, Coca, Starbucks. Alors, vous voyez, elles sont quand même ultra visibles quand même, les pubs. Hein. On les voit vraiment très bien. Ça, c'est Adidas. Il y a beaucoup de marques endémiques. Là, c'est pour Vodafone dans Tennis Clash. Alors, peut-être que vous reconnaissez le jeu. C'est un des jeux, il y a... Voilà. Ça, c'est Minecraft, un jeu qui ressemble à Minecraft, dans lequel on met des pubs pour les enfants. Ça, c'est un jeu console. Là, avec Mastercard, ça s'est vachement bien marché. Hyundai. C'est vraiment du virtual DOH. En fait, on en a mis partout en fait dans les villes. Ça, c'est un open world, McDonald's. Alors ça allait vachement. Le jeu est stupide au possible, mais ça avait fait un carton. Et là, c'est Mentos. Alors là, c'était pas mal parce que, en fait, bon, je vais vous montrer après. Ça, c'est Spotify qui est venu quand même nous voir. Hein. MrBeast, ça c'est MrBeast, c'est le store de MrBeast parce que nos pubs sont cliquables et en fait, on peut acheter depuis le jeu sans sortir du jeu. Et ça, c'était une pub pour Expedia. Voilà. Et donc, en fait, en 4 ans, on est devenu la plus grande régie, on va dire, au monde de jeux adressables dynamiquement. Et c'est plutôt sympa. Le fait que les pubs soient cliquables, en fait, ça change tout. Parce que, alors, c'est cliquable non intrusif. Donc, on a fait breveter le procédé. C'est plutôt des ingés, en fait, qui sont dans cette boîte. C'est-à-dire que vous pouvez jouer sur votre écran sans lancer, on va dire, l'expérience de clic et sans lancer ce qui est derrière le clic si telle n'était pas votre intention. Et en fait, ça change beaucoup parce que on peut avoir, enfin, les marques peuvent aller récolter de la donnée ou avoir une expérience un peu plus profonde que du simple branding dans les jeux vidéo. Je parlais tout à l'heure de l'audience, je vais aller vite. Voilà, je vous ferai parvenir, si vous le souhaitez, par l'intermédiaire de David, des données sur l'audience dans les jeux vidéo, mais c'est assez remarquable. On a toujours l'impression que c'est plutôt l'adolescent de 12 ans qui, dans sa chambre, joue tout seul la nuit, caché à des jeux plutôt hardcore. En fait, pas du tout. Il y a 50-50, grosso modo, femmes, hommes qui jouent aux jeux vidéo. Et messieurs, ce qui est très décevant, c'est que
les femmes jouent plutôt à des jeux vidéo où il faut réfléchir, des jeux vidéo de lettres, des jeux vidéo, des matchs 3D où ça demande un petit peu de, voilà, de jus de cerveau. Nous, on est plutôt boum boum, on tire sur des choses et c'est des jeux plutôt simples. Il y a des jeux pour toutes les populations. C'est aussi pour ça qu'on retrouve toute la pyramide des âges, entre guillemets, dans l'audience des jeux vidéo. Hein. Et vous avez des board games, alors c'est un peu cliché, mais il y a des jeux de domino qui marchent vachement bien. Alors sur un jeu de domino, je ne sais pas s'il y a des gens qui jouent à Domino Master chez eux, dans la salle. Bon, vous êtes un peu plus jeune, mais il y a 800 000 personnes par jour, qui jouent à ce jeu-là, dans le monde. Donc ça fait quand même des audiences qui sont assez hallucinantes sur des jeux qui peuvent paraître un peu... voilà. Et donc on retrouve évidemment toutes les pyramides des âges. C'est quand même sympa de voir qu'entre 55 et 64 ans, il y a plus de 50% des gens qui jouent. Alors c'est plutôt solitaire, on est d'accord, mais ils jouent quand même à des jeux et présents dans notre catalogue. Ce qui fait que, voilà, donc on existe depuis 4 ans. Donc l'équipe de vente de Gatsby est allée chercher pas mal de marques. On fait, on va dire quand même 90% de notre chiffre d'affaires plutôt sur le programmatique que sur la vente directe. La stratégie, c'est d'aller vers la vente directe et donc d'aller vers les marques et les agences à partir de maintenant pour faire des ventes directes. Et vous voyez, on a quand même de très beaux noms en vente directe parce qu'en fait, ils sont venus nous voir. En fait, ce qui est beau, c'est ce que m'avait dit un des directeurs marketing de chez Dior, quand j'avais commencé Gatsby, il m'a dit « Mais vous inquiétez pas, en fait, les marques ne se trompent jamais. Elles vont toujours là où est l'audience. Il y a de l'audience dans les jeux vidéo. À vous de trouver la bonne clé. » Voilà, merci beaucoup. Alors, merci à tous les deux. Venez vous installer là. On va passer à des questions-réponses. Une main innocente a tiré quelques questions au hasard du public avant votre intervention, votre venue. Mais il pourra y avoir des questions de votre part également. Je saute sur l'occasion, tu parles d'intrusivité. Pour parler un peu d'intrusif, d'après toi, à quel moment la course aux revenus publicitaires va dégrader l'expérience? Et est-ce que, toi tu dis que ces expériences, elles sont non intrusives? Est-ce que tu mesures le fait que les clients aussi sentent que c'est pas intrusif? Alors, les clients, bah oui, enfin, encore une fois, je pense que, enfin, on a tous des jeux hyper casual sur nos téléphones. Alors, les jeux hyper casual, c'est des jeux qui ont été développés en très peu de temps, mais qui durent aussi très peu de temps. Et ils durent très peu de temps parce qu'ils ont été développés en très peu de temps. Et donc, la profondeur du jeu, elle n'est pas exceptionnelle, mais aussi parce qu'il y a une pression publicitaire ultra intrusive qui fait qu'au bout d'un moment, bon ben voilà, on en a marre, on lâche le jeu. Donc l'intrusivité, d'un point de vue du joueur, elle est évidemment au centre de son plaisir en fait quelque part. Et les marques l'ont très bien vu parce que en fait aujourd'hui, la pub dans les jeux vidéo, intrusive telle qu'elle existe, c'est plutôt d'autres jeux. En fait, c'est d'autres jeux qui vont aller chercher d'autres joueurs dans d'autres jeux. C'est rarement, on va dire, des marques. Et quand c'est des marques, c'est jamais des très grosses marques. Moi, je pense que la publicité non intrusive, c'est absolument. Enfin, je veux dire, personne n'aime la publicité en vrai. Donc, une marque. Un de ses objectifs, c'est de faire en sorte à ce que sa publicité soit le mieux acceptée. Parce que, voilà, quand il n'y a pas une vraie contrepartie, une contrepartie très claire entre la publicité et celui qui la regarde, compliqué. Et puis la contrepartie, on l'oublie vite. Alors, dans la télévision, par exemple, la télévision est gratuite, donc on voit de la pub. Franchement, quand on voit de la pub, moi je zappe direct. Enfin, évidemment, je nierai tout. Hein, voilà. Je zappe direct voilà. Mais donc j'oublie la contrepartie de la publicité. Donc oui, le caractère non intrusif des publicités, à mon avis, est fondamental. Et il est fondamental aussi pour les marques parce qu'il donne des KPI d'efficacité qui sont complètement changeants en fonction de l'intrusivité des publicités.
Emmanuel, moi, ça me fait penser au sujet des écrans dans les villes qui ont été pas mal décriés. Alors, il y a évidemment toujours les moments où je dirais la vie populaire se lève contre la publicité pour venir tout casser. Mais on voit qu'il y a des sociétés qui ont embrassé le fait de créer un véritable média, pas seulement publicitaire, mais d'information qui est supporté derrière par la publicité. Dans les villes, les citoyens, eux, demandent de l'information, pas de publicité. D'un autre côté, il faut trouver un équilibre. Comment cet équilibre il se trouve d'après toi et comment il va se trouver dans le magasin demain? Alors déjà, il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas, mais ce qu'on appelle le mobilier urbain, donc ce qui fait 2 mètres carrés, les sucettes que vous voyez dans les rues, en fait, contractuellement, dans le Code des marchés publics, 50% du contenu doit être non publicitaire. C'est-à-dire que vous gagnez une ville de Paris, vous allez déployer 5000 dispositifs publicitaires, vous devez vous débrouiller pour qu'il y en ait la moitié qui ne diffusent pas de publicité. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça existe déjà un petit peu. Après, se pose la question du digital, dans la rue notamment et avec les villes. Je vais juste vous raconter une anecdote très rapidement. La ville de Rennes, qui depuis a interdit l'affichage digital dans la rue, me contacte il y a quelques années encore et me dit, voilà, Emmanuel, ça ne sert à rien de venir de demander aux équipes de digitaliser les emplacements qui sont aujourd'hui en format papier. Et je dis pourquoi? Il me dit parce que nous, éthiquement, avec notre majorité plurielle, on a des écologistes, la publicité c'est intrusif, on ne peut pas se permettre de mettre des écrans dans la rue. Ce ne serait pas à notre image. Je suis retourné les voir 2 mois après avec Brut, le média. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, depuis maintenant, ils ont gagné leur notoriété. Et j'avais demandé à Brut de me faire une boucle de reportage en format 30 secondes, donc en format portrait, donc, qui pouvait largement se lire sur un totem digital, autour d'initiatives de la ville de Rennes. Les maraudes le soir organisées par la ville pour aider les sans-abri, le marché solidaire, la start-up qui faisait de l'impression 3D pour les gens qui avaient des membres qui avaient été perdus, qui étaient handicapés. Et j'étais voir la ville de Rennes, j'aurais dit, mais toutes les initiatives que vous avez au quotidien et que personne ne connaît, moi je vous propose de créer un média dans la rue. Les 50% qui sont dédiés normalement à autre chose que de la pub, on met que du contenu digital utile et local. Et on le fait avec une marque nationale qui s'appelle Brut. Et c'est comme ça que j'ai déployé du digital dans la ville de Rennes. Et cette logique de ligne éditoriale, j'en ai un petit peu parlé dans ma présentation, elle est extrêmement importante. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez convaincre quelqu'un d'avoir des emplacements ou d'avoir des dispositifs publicitaires, il ne faut pas juste lui parler d'argent. Il faut lui parler de ligne éditoriale, quoi. Et là, pour le coup, c'est un peu plus acceptable. Mais ce qui est évident, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, il y aura moins de dispositifs publicitaires dans la rue, il y aura moins de dispositifs publicitaires dans le métro, dans les gares. C'est le sens de l'histoire. Alors c'est le sens de l'histoire, peut-être pas dans le jeu, c'est peut-être différent. Je me dis, aujourd'hui, moi je suis concepteur de jeux. Au début, je n'avais pas forcément prévu d'espace publicitaire dans mon jeu. Tu me proposes de l'argent pour en mettre, je commence à les mettre, je me dis je gagne beaucoup d'argent. Est-ce qu'on n'a pas tendance à les multiplier? C'est quoi jusqu'à où ça a été? C'est quoi le pire que tu as vu? J'aimerais bien moi qu'il les multiplie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, en fait, le métier d'un jeu vidéo, notamment dans le free-to-play, encore une fois, parce que c'est compliqué quand même de faire payer un jeu 70 € et en plus de mettre de la pub. Bon, alors ça existe sur le papier, dans les journaux. On achète nos journaux 3 ou 4 € maintenant et on a en plus de la pub. Bon, c'est un peu compliqué. Dans les jeux vidéo free-to-play, c'est-à-dire gratuits, on a de la publicité, aujourd'hui intrusive et non intrusive. Est-ce qu'on en a et en fait, oui, ce que je voulais dire, c'est que le vrai métier en fait, des concepteurs de jeux vidéo, c'est de calculer la bonne pression publicitaire pour que vous jouiez quand même un maximum, mais que ça leur rapporte un maximum. Donc en fait, quand vous partez au bout de 3-4 semaines, en disant oh, c'est pas possible, il y a vraiment trop de pubs, vous êtes quand même resté 3-4 semaines et vous êtes rentré dans le contrat. Donc c'est leur métier en fait. C'est combien coûte l'acquisition d'un joueur et par rapport à combien ça va leur apporter. Donc non, aujourd'hui il y en a pas trop. Si on a trop, c'est que c'est voulu par l'éditeur de jeu. Et est-ce que dans le point de vente, dans le point de vente, ça va être la même chose? Est-ce que le retailer de demain
son métier, ça va être de jauger juste ce qu'il faut pour que le client ne parte pas et ne fuit pas, mais qu'il puisse monétiser au maximum son espace. T'en penses quoi, Emmanuel? Il y a toujours un juste milieu, c'est-à-dire que il y a des points de vente, si vous mettez 10 écrans, vous n'allez pas faire 10 fois plus de chiffre d'affaires que si vous en aviez qu'un. Donc ça déjà, c'est un premier paramètre à avoir bien en tête. Et généralement, ce n'est pas le magasin qui va réfléchir à combien d'écrans il faut mettre, mais c'est plutôt ceux qui vont être en charge de la monétisation. Et c'est là où parfois on parle de dédensification. Toute la logique des implantations digitales qui existent depuis 10 ans, c'est de dire avant on aurait mis 4 dispositifs papier, là un dispositif digital suffira. Par contre, on va aller chercher de la répétition, etc. Mais ce qui est certain, c'est que le point de vente, c'est un environnement fini. Vous ne pouvez pas, comme dans un jeu vidéo, trouver un inventaire illimité. Ou même sur le digital, vous avez un inventaire illimité, vous avez des millions et des millions d'éditeurs. Le monde physique, à un moment donné, il est fini ce monde physique. Le point de vente, il a une entrée, il a une sortie, et vous ne dormez pas dedans. Donc, par définition, il ne faut pas spécialement aller chercher à mettre beaucoup de choses, mais plutôt être très pertinent. On en a peu parlé ce soir, mais ce qui est certain, c'est que les annonceurs, de toute façon, n'investissent pas 100% sur la publicité extérieure, tout comme ils n'investissent pas 100% dans le jeu. Et donc, il y a aussi la continuité, il y a la densification du réseau publicitaire, de façon à faire du repeat aussi pour les marques. Je pense que le Drive to Store en est le parfait exemple, et on le voit de toute façon. Les retailers, eux, sont une plateforme pour des annonceurs, mais eux-mêmes annoncent pour aller faire venir. C'est quoi, jusqu'où ça va aller et comment on va mesurer la réussite de ça demain? Clairement, alors je vais vous dire quelque chose, on en est là dans le retail média, mais déjà, ne serait-ce qu'avoir de manière systématique une analyse de l'impact sur les ventes, aujourd'hui, c'est environ 5% des campagnes publicitaires qui sont mesurées. La plupart ne sont pas mesurées sur le point de vente aujourd'hui. Donc, commençons déjà par ça. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans ma présentation. Là où je suis un petit peu optimiste, c'est que le retailer a enfin compris que la data, il était peut-être propriétaire de cette data, mais qu'il avait tout intérêt à la partager plus s'il voulait mieux monétiser pour convaincre les annonceurs de venir. Et dans le retail média aujourd'hui, si vous écoutez un TF1 avec la CTV, si vous écoutez tous les acteurs de la chaîne, les Amazon, etc., qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Clairement, c'est parce qu'on va trouver un dénominateur commun qu'on va pouvoir être capable de suivre tout le funnel du consommateur. Ce dénominateur commun, c'est une adresse email, parce que je vais être encarté chez H&M, je vais être encarté chez Zara, mais je vais toujours utiliser la même adresse mail. Et quand je vais me connecter sur la plateforme Amazon, ça va être aussi mon adresse mail. Donc l'enjeu du retail média, en fait, c'est de trouver ce curseur qui fait que tous les univers, on va dire, de publicité se parlent entre eux et qu'il y ait une vraie mesure derrière. Mais on n'y est pas encore. Hein. Ouais. Ce curseur qui doit être trouvé en plus dans le respect de la RGPD, qui n'a pas tendance à ouvrir plus de portes et plus de voies à la monétisation, et qui suit aussi le sens de la volonté du citoyen. On parlait tout à l'heure des villes, mais c'est exactement la même chose dans le retail physique. Mais il y a des régions qui sont complètement différentes. Tu parlais tout à l'heure des États-Unis sur le jeu. Est-ce que tu as des pays qui fondamentalement acceptent beaucoup plus les pubs dans le jeu? Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler en termes d'acceptabilité. En revanche, les marques aux États-Unis, j'ai l'impression, sont plus audacieuses qu'en Europe et en particulier en France. En France, c'est est-ce que mon concurrent a fait ça? Alors, est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il est dans le retail média? Ah bon, vous me parlez de campagne plurimédia, de touchpoint. Bon, en l'occurrence, le jeu vidéo, c'est 1h22 par jour. Donc 1h22 sur une journée éveillée de 10 heures, ça fait quand même pas mal. Enfin 10-12 heures, ça fait quand même pas mal. Donc ils ne peuvent pas l'ignorer. Mais d'un autre côté, ils se rendent compte que leur concurrent ne l'a pas vraiment fait. Aux États-Unis, ils y vont, ils expérimentent. Ils vous demandent un BLS systématiquement. Donc une brand list survey. Donc ils vont mesurer l'impact de la monétisation, de l'intent purchase, de la clarté du message. Alors c'est mesuré comme c'est mesuré. Mais voilà, après, ils ont quand même une vision objective de l'efficacité des campagnes, et notamment des campagnes plurimédia. Effectivement, tu as fait référence comment est-ce qu'on compare une campagne qui est distribuée selon plusieurs médias. Alors, les
des sociétés comme IAS, comme DV, concourent à aider, j'ai envie de dire, les marques à y voir plus clair en comparant les médias suivant des métriques qui sont à peu près les mêmes. Donc ça c'est une bonne chose. Mais oui, aux États-Unis, les campagnes sont plus grandes en durée, elles sont plus grandes en argent. Il y a beaucoup plus de marques qui osent, en tout cas, qui expérimentent et qui après industrialisent qu'en France et qu'en Europe. Est-ce que dans le public, on a une ou deux questions à prendre? Maintenant que j'ai épuisé toutes les questions de ma petite boîte à questions, vas-y, je t'en prie, et je répéterai la question. Je répéterai la question, vas-y, vas-y. C'est une excellente question et c'est le drame de ce média affichage en fait. C'est que la mesure d'audience, elle est historiquement un peu théorique. C'est-à-dire que déjà pour savoir combien de personnes passent devant un panneau, trouver la preuve que les gens ont vu, c'est compliqué. Vous le disiez très très bien. Sur Internet, il y a un clic, il y a une page de vue. Après, je vais être provocateur, mais si la mesure d'audience du digital était vraiment pertinente, on n'aurait pas eu toutes les histoires qu'on a eues avec le monde des annonceurs et Google en disant qu'ils n'ont jamais retrouvé leur budget réellement, qu'ils n'ont jamais compris réellement c'était quoi la data qui ressortait derrière sur les impacts. Donc le salut, il vient sur quoi? Il vient sur les ventes. Il vient sur les ventes, il vient sur du post-test. Donc c'est qu'on va aller interroger des gens en disant « Est-ce que vous avez vu la campagne ?» Donc ça, c'est une mesure. Et après, ce qui est fait naturellement aussi, c'est de comparer, par exemple, une ville où il y a eu une campagne de pub qui a été réalisée versus une ville où il n'y aura pas eu de campagne de pub et de voir l'incrémental sur les ventes ou de voir l'incrémental sur des études post-campagne. Donc c'est comme ça que c'est mesuré. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que la télé, on a la perception que c'est très bien mesuré, mais c'est un panel, c'est médiamétrie. Donc c'est des petites boîtes qui sont chez des gens depuis 25 ans, qui regardaient les chiffres et les lettres, qui regardaient Motus, qui épiçaient les mêmes, qu'on va interroger pour savoir ce qu'ils ont regardé aujourd'hui. Moi, je peux vous dire que ma fille, enfin mes filles, si j'avais eu un petit boîtier médiamétrie, il aurait été malheureux le boîtier, quoi, hein, parce qu'elle ne regarde pas la télé. Mais le fait est que toutes les mesures d'audience, en fait, elles ont des travers. Le problème, c'est que l'affichage, par définition, bah, voilà, il n'y a pas un tracking naturel comme sur les autres médias. Donc ça reste toujours compliqué, ça reste toujours un problème. Ça me fait penser à aussi la mesure que tu disais tout à l'heure, le chiffre 1h30 de jeu, c'est ça par jour. Je pense que si on fait la somme de toutes les heures et demie ou heures passées sur le téléphone, sur la télé, sur les médias, sur les journaux, je suis persuadé qu'on a un peu plus que 24 heures par jour par personne en attribution. C'est possible, d'autant que Motus et les chiffres et les lettres, non. Non. C'est la dernière fois que tu as allumé la télé, Emmanuel. En tout cas, ça fait penser que l'équipement, en fait, la problématique qu'on voit aujourd'hui dans les villes sur la mesure, alors même qu'on a des médias de mass market qui existent, va d'autant plus être importante quand des petits réseaux vont s'équiper. Et ils vont devoir s'outiller encore plus pour être en capacité d'être crédible, parce que autant la crédibilité d'un Deco quand il dit bah oui, bah regardez, il y a tant de personnes qui passent dans la rue, ça peut s'écouter, ça peut s'entendre, autant quand on est un retailer avec 150, 250 points de vente, c'est beaucoup plus compliqué à justifier ça auprès d'annonceurs qui n'ont pas l'habitude de mesurer l'audience. Hein. Et c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure d'océan bleu et d'océan rouge, il ne faut pas chercher justement à aller se comparer à des médias qui sont mesurés quand vous êtes un point de vente. Il faut plutôt aller chercher un discours qui va créer de la pertinence pour la marque qui va communiquer chez vous. Mais si vous prenez le critère de performance par rapport à une audience, vous êtes perdant tout de suite. Si vous regardez le taux de transformation des campagnes de pub en vente, ah bah là, le point de vente, il y a peut-être des ratios qui sont nettement plus intéressants que sur une campagne télé. Donc c'est là, c'est déplacer à chaque fois le discours. Oui, moi aussi, je voulais revenir aussi sur l'utilité des campagnes publicitaires, notamment en point de vente.
et ce que vous faites, la chaîne Scénario, et nous, ce qu'on fait aussi dans la pub, dans les jeux vidéo. Parce que, en fait, quand on se promène dans un magasin, c'est quand même sacrément sympa de voir parfois des pubs qui nous disent attention, là, si vous faites ça, vous avez une promo sur le. Parce qu'on connaît tous les têtes de gondole, mais en fait, des têtes de gondole, il y en a toutes les 3-4 mètres. Et en fait, quand la créative, quand le film, le petit film, qui dure pas très longtemps généralement, sur du DOH, est pertinent, en fait, on est content de l'avoir parce qu'on a un gain immédiat en magasin. Et typiquement, nous, ce qu'on avait fait sur McDonald's, il y avait une espèce de code promo sur un menu chicken. Bon, il n'existe plus le code promo, hein. Mais voilà, aux États-Unis. Et en fait, ils avaient mesuré les ventes et il y avait un uplift. Alors, je crois que à l'époque, c'était 6 ou 7% d'uplift. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Mais quand même, j'imagine que toutes les personnes qui ont acheté ce menu-là avec le code rebate qui s'était affiché sur leur campagne DOH ou virtual DOH, ben en fait, elles ont dû être quand même sacrément contentes. Une dernière question dans l'audience? Alors, sur les bibliothèques, je n'ai pas de cas précis, même si ce que vous dites me fait beaucoup de sens. Par contre, j'ai travaillé pendant 2 ans sur un projet éducatif dans les lycées, autour des questions de prévention, autour du recrutement, de l'engagement. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'après, là, ce que vous décrivez, c'est que certainement, ils ont eu de l'espace gratuit, peut-être parce qu'il y a une notion de mission de service public, faire lire les gens, les faire éduquer, etc. Là, ce dont on a parlé beaucoup aujourd'hui, c'est de monétiser. Donc, mais ce pro bono, entre guillemets, et la pertinence de communiquer sur des choses qui ne sont pas juste de la pub, mais qui ont un peu une logique, on va dire, progressiste, hein, enfin, qui améliore les choses. Ça, c'est souvent les collectivités qui le portent, en fait. Tout à l'heure, quand je vous disais qu'il y avait 50% du temps sur un certain nombre de réseaux qui étaient dédiés à la ville, bah, la ville va utiliser ces 50% du temps pour justement communiquer sur ce genre de choses et pas le facturer au réseau de bibliothèques d'une ville, par exemple. Donner de la valeur aux médias, de toute façon, c'est ce qui valorise en plus les autres publicités. Donc, c'est de toute façon quelque chose de vertueux, en plus d'avoir un sens social derrière. Merci à tous. On arrive au moment de la soirée où on va pouvoir aller prendre un verre, manger. C'est un moment qui est toujours très attendu dans les soirées Retail Mon Amour. Donc je suis très heureux, avant d'y aller, de remercier tous les deux, de vous remercier tous les deux d'être venus et d'avoir, Guillaume et Emmanuel, présenté un média, une audience, de la monétisation et un peu ouvert les chakras à cette audience qui vous retrouve donc auprès du cocktail. On peut les applaudir. Un grand merci. Et vu qu'on est dans un lieu de sport, de jeu et de compétition, on met à disposition dans le hall, vous allez voir, 4 simulateurs officiels de l'écurie alpine, de façon à ce qu'une grande compétition ait lieu ce soir autour de cette écurie. Il n'est pas dit que vous ne voyez pas de la pub dans le jeu. On compte sur vous pour nous dire ce que vous aurez vu. On verra si ça marche. Un grand merci à tous et à tout à l'heure.